Oahuka, c'est une île de l'archipel des Marquises. Nous sommes à 1300 km au nord-est de Tahiti, 5500 des côtes de Californie en Amérique, le continent le plus proche. Juste quelques rochers au-dessus du Pacifique. Oahuka est au cœur de l'espace insulaire le plus isolé au monde, le domaine des animaux sauvages. On compte d'ailleurs davantage de chevaux que d'habitants dans cette île des Marquises et leur nombre ne régresse qu'en période de sécheresse, quand l'herbe devient moins verte. Au sud de Oahuka, 2 îlots accueillent des milliers d'oiseaux. Des sternes, dont la population n'est menacée par aucun prédateur, sinon l'homme. Des gens du village d'à côté, qui collectent quelques œufs parmi les milliers produits par la colonie. « 600 personnes peuplent Oahuka. Un natif des îles Shetland au Royaume-Uni, un moine irlandais ou un gaucho de Patagonie ne se sentirait pas dépaysé à Vaipae, le principal village de l'île. Tout au plus, il serait surpris par les cocotiers que la nature a fait pousser ici. Quelques bateaux en provenance de l'île de Tahiti relient les Marquises au reste du monde. Il y a le Rouge, le Taporosis, un cargo qui passe une fois tous les 2 mois. Nuku'iva, la plus grande des îles des Marquises. Grand événement aujourd'hui dans la baie de Taipei, l'arrivée de l'Aranui, l'autre navire qui dessert l'archipel. L'Aranui est un bateau long de 130 mètres, chargé de toutes sortes de denrées, voitures, tracteurs, sodas ou téléviseurs. Il peut mouiller l'ancre partout pour approvisionner les villages dans les vallées les plus reculées. Le cargo embarque également des passagers. Il y a même une piscine à bord. « 15 heures, mise à l'eau des premières chaloupes. Les chevaux et les chèvres, parfois simplement transportés d'île en île, attendront la prochaine escale pour retrouver leur liberté. Peu de navires de commerce s'autorisent des mouillages dans des sites aussi perdus et vertigineux. Dans la vallée, tout le village est là. Les escales sont si rares. Sentiment rassurant de rester connecté avec le reste du monde. Deuxième île de Polynésie française en surface après Tahiti, Nuku'iva compte d'innombrables vallées et de multiples baies. La plus large, la plus protégée, la plus évidente et sans doute la plus prisée des navigateurs, c'est la baie de Taiohae, la capitale des Marquises. L'escale obligée. Des voiliers, des navires scientifiques, des bateaux de pêche du monde entier s'arrêtent ici.
les uns en provenance du canal de Panama et en direction de Tahiti ou des Tuamotu, les autres entre deux missions, entre deux campagnes. Une pause au pays de la démesure. Une raie géante dans la baie. À terre, il ne manquerait plus que les dinosaures. À Taiohae, le front de mer rappelle la puissance de la culture marquisienne symbolisée par les marae, ces lieux de prière où se dressent des effigies en pierre, les tikis, des divinités polynésiennes que les missionnaires amputèrent de leurs organes génitaux. C'était il y a plus d'un siècle. Ils voulaient faire table rase d'un mode de pensée incompatible avec l'Église catholique. Aujourd'hui, la cathédrale de Nuku'iva marque la ville d'une autre empreinte. Dans la baie de Taipei, les opérations de débarquement se poursuivent autour de l'Aranui. Va-et-vient de barges et de chaloupes, des heures de manutention en l'absence de quai, et encore cet après-midi, il ne tombe pas des cordes. Tout se fait en douceur, avec les moyens du bord. À peine débarqués, marchandises et commodités partent dans toute la vallée. Le long voyage n'est pas terminé. Circuler ici en voiture n'est pas une sinécure. Très vite, la route se transforme en piste. Très vite, il faut gravir des cols et monter parfois à plus de 1200 mètres d'altitude. Aujourd'hui, la route de l'aéroport est sèche. Ça passe. En saison des pluies, tout se complique, même à bord des puissants 4x4 que les Marquisiens achètent à prix d'or et à crédit. Deux heures tout de même pour faire 40 km sur la Terre Rouge. Au sommet du col, un parapet, le premier et des travaux. Il faut ici sans cesse entretenir le réseau routier. Sur l'autre versant, la route est déjà cimentée. Le goudron ne résiste pas au glissement de terrain. Il n'y aura jamais de routes qui mèneront à la fabuleuse vallée d'Akaoi. Comme la plupart des autres vallées, elle est accessible par bateau, à pied ou à cheval, et c'est tout. À l'écart des grandes routes maritimes, trop loin de tout, les marquises sont comme au premier jour du monde. Vierges. Et pas seulement de toute espèce animale importée. Les premières maladies arrivèrent avec les Blancs et toute une civilisation manqua de disparaître. On parlait de Blancs. À 70 km de Nuku'iva, il y a l'île d'Ivaoa.
26 degrés, la température moyenne au cours de l'année à Ivaoa. Des fougères et des forêts de pins finissent par brouiller nos repères. À la saison des pluies, les sommets sont souvent dans la brume, mais pas la baie d'Atuona, une ville que 2 personnages occidentaux ont rendue célèbre, Paul Gauguin et Jacques Brel. Ici, reconstituée, la maison où le peintre résida, la maison du jouir, comme il l'appela. On a même laissé le puits où Gauguin conservait au frais ses bouteilles. Et là, le cimetière où les 2 hommes ont été enterrés. Leur dernier décor. Combien de navigateurs, combien d'aventuriers en herbe ont un jour tout largué dans la lointaine Europe pour suivre plus que le sillage du chanteur belge, son mode de vie. Gémir n'est pas de mise, marquise, dit un jour Brel. Gauguin parlait des splendides confusions, lui qui avait fui Tahiti, trop civilisé, trop perverti à son goût. Il y eut Victor Ségalen et ses immémoriaux, et encore bien d'autres plumes pour qui ces îles avaient le goût du paradis perdu, si loin de la civilisation. Il y eut enfin Herman Melville et son roman Taipi, du nom de cette baie et cette vallée où cette nuit le cargo Laranui va garder l'ancre avant de repartir, d'escale en escale dans ces îles des mers du Sud. Après des jours de navigation au milieu du plus grand océan de la planète, soulagement, une île. Des îles, la Polynésie. Enfin, on va rêver. La Polynésie aura des cocotiers alors, dans le sillage d'un potimarara, bateau de pêche local dont le nom évoque ces poissons volants que l'on devine à la jumelle quand on navigue au large. Mais déjà, l'océan désertique nous semble bien lointain. L'Occident et l'Europe, bien plus encore. Soudain, une envie, celle de se réapproprier les émotions euphoriques des circumnavigateurs du XVIIIe siècle. Ces Cook ou Bougainville, ces flâneurs des mers qui furent les premiers à raconter cette contrée de l'imaginaire, inconnue même à ses habitants, les Polynésiens. Peuple dispersé sur plus d'une centaine d'îles, tantôt minuscules bandes de sable au ras de l'eau, tantôt sur des blocs minéraux massifs, Maupiti, ce rocher énorme à l'ouest dans les îles sous le vent. On s'échappe à peine et déjà une nouvelle vision. S'il existait une carte mentale du monde, une punaise indiquerait ici l'île archétype. Dans la réalité, on dit simplement Bora Bora et la machine à rêver est enclenchée. Bora Bora. Bien des choses ici ont changé depuis le passage plus récent des grands bourlingueurs de la littérature,
avide de nouvelles émotions. Melville, Lottie, Stevenson. Que dirait-il aujourd'hui de Bora Bora et de ses bungalows avec piscine d'eau douce au-dessus du lagon? Sans doute qu'ils replieraient leurs cartes marines et feraient à nouveau route, poursuivis par leurs rêves, à la recherche de ce pays fantasmé, si multiple que d'une île à l'autre, tout diffère. Sans doute il y aurait bien eu un parmi eux à faire escale sur l'île discrète et mystérieuse de Mayao, l'île couverte de plantes tropicales et dépourvue d'hôtels. Mayao, île à part en Polynésie. Ses habitants ont voulu rester à l'écart du système dominant entre les mains des tours opérateurs et des vendeurs de vacances. Irréductibles Iliens de Mayao, qui vivent aujourd'hui entre eux, récupèrent l'eau de pluie et tolèrent à peine l'étranger de passage. La peur désormais bien ancrée de se faire encore dévorer par un démon qui peut s'appeler argent ou cupidité. Ces Iliens vivent aujourd'hui simplement du copra, la noix de coco séchée dont on extrait le monoeil. Ils cueillent aussi les feuilles d'un arbre, le pandanus, bottes de feuilles tressées qui, pour faire traditionnel, iront couvrir les bungalows des grands hôtels. À Tahiti, entre autres. Arrivé dans le port de Papeete, surprise ou déception? Tiens, une grande ville. Alors il est où ce monde idéal? Quelle est cette pâle copie d'Occident qu'il y a longtemps un Paul Gauguin avait voulu fuir à peine arrivé? Il est 19h, place Vaiete. Sourire décontracté sur les quais. On s'agite tranquillement près des roulottes où l'on mange chinois ou local, chow mein ou thon cru au lait de coco. En face, les derniers avions s'envolent pour les îles. Le dernier ferry pour Moorea est déjà parti. Dans 30 minutes, il sera arrivé. De l'air, de l'espace et du temps, puisqu'il en faut pour comprendre ce pays. Hier au ras de l'eau, aujourd'hui par plus de 2000 mètres d'altitude au-dessus de la grande ville de Papeete. Hier, au-dessus des pâtés de coraux dans de l'eau à 27 degrés. Aujourd'hui, entre ces crêtes inaccessibles, sinon après de longues heures de marche, et encore. Là, la montagne, on est très haut. Et soudain, très vite, la mer, les vagues, le lagon, passer du bleu au vert, directement sans fioriture, sans transition. Le voilà donc ce paysage qui avait tant fasciné aventuriers des mers et autres écrivains. Paysage réel ou mental, ici, en tout cas est né un mythe, celui d'une terre idéale. Mais attention, tout se brouille si vite. Une carte se dessinait à peine, on prenait nos marques dans les îles hautes, et l'archipel suivant, il faut encore tout recommencer. Maintenant, voilà le lagon bleu à Rangiroa. Le lagon bleu et sa faune sous-marine exubérante. C'est le monde des atolls. Dans l'archipel des Tuamotu, on remarque que c'est souvent près des passes que s'établit la population. Là où dans l'eau comme sur terre, il y a de la vie.
Mais qui sont-ils ces gens qui vivent sur ces atolls larges de quelques centaines de mètres, à portée de vagues? Des citoyens français? Oui, mais encore. Des gens de mer? Bien sûr. Des Robinson ou des solitaires? Sans doute, et par la force des choses. Qui sont-ils? Se connaissent-ils déjà au moins entre eux, ces inconnus du Pacifique? Parfois, des voyages inter-îles s'organisent. Sorte de jumelage où les uns racontent leurs îles basses quand les autres parlent de leurs montagnes. Que ressent alors un habitant des atolls quand il se rend ici dans une vallée de l'archipel des Marquises? Et que peut se dire un marquisien, homme des montagnes, quand il marche sur une étroite langue de terre au ras de l'eau? Quant à ceux qui n'iront jamais d'un archipel à l'autre, il reste les rêves et le droit de se raconter des histoires. Il était une fois un pays au milieu de la mer où il restait des îles à découvrir.